demande de bien vouloir vous installer. Nous commençons ce conseil municipal du 2 juillet 2025 par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Présent. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Présent. Monsieur Timoft. Présent. Madame Eftekari. Présent. Monsieur De Chauvigny. Présent. Monsieur Denis. Présent. Madame Cissé. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Mayer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Attelet. Madame Martineau. Monsieur Soronelles. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Diaby. Madame Ankanka. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Je vous remercie pour votre présence et donc nous allons ouvrir cette séance et nous commençons par la nomination d'un secrétaire de séance. Si Monsieur Slimani l'accepte, merci Monsieur Slimani. Alors nous commençons par les informations, l'approbation du PV du dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Pas de questions diverses et donc nous commençons par le premier point sur les informations générales. Je commence par un point puisque c'est la fin de l'année scolaire et que nous avons été avisés par certains parents, notamment du lycée, pour des affectations au lycée Cugnot qui avaient des difficultés sur l'affectation. Pour tous les parents qui nous écouteraient et qui seraient en distanciel, sachez que Madame la proviseure nous a indiqué que le lycée n'était pour le moment pas en mesure d'absorber les demandes, même si il y a des commissions qui sont en cours et qui se tiendront prochainement. Nous avons également sollicité la DAZEN, la directrice académique, de manière à sensibiliser les services de l'État sur cette situation problématique. Et donc, si des personnes sont concernées, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous pour que nous puissions intervenir également pour les uns les autres. Donc, il y a de nouvelles ouvertures de classes qui se feront à partir de janvier et pas à partir de septembre. Donc, nous verrons et nous suivons tout cela. Et merci à Monsieur Soronelles aussi de faire le lien avec la proviseure. Le deuxième point sur le budget participatif, vous savez que les conseils de quartier ont pour objectif de présenter les différents projets qui sont portés au niveau des conseils de quartier, notamment les comités, les comités exécutifs, en tout cas les conseils restreints qui instruisent les projets qui sont portés par tout le monde et dans le cadre de tous les conseils de quartier. Différentes présentations et des rencontres ont eu lieu avec les habitants, notamment sur le marché de la patinoire, de Maison Blanche, de l'église et aux abords de la ludomédiathèque, l'annexe, en tout cas le lac, pour présenter les projets. Donc 8 grands projets ont été sélectionnés et ils sont soumis au vote des habitants. Donc n'hésitez pas à voter pour les projets qui vous intéressent, étant donné qu'il y a une priorité qui est donnée aux premiers projets. Donc on les déroule dans l'ordre. Le troisième point dont je voulais vous faire état sur les événements
qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu dans la ville, et notamment la saison estivale qui a déjà commencé, et tambour battant, puisque nous avons eu le plaisir ce week-end d'avoir une magnifique fête médiévale de la Saint-Jean, avec un superbe spectacle pyrotechnique et l'embrasement du bûcher traditionnel. Et donc nous avions également le lendemain le carnaval avec l'association Les Floréales, que je remercie très chaleureusement, et qui a fait les fauvettes au centre-ville. Merci encore à l'association Les Floréales et à toutes les associations qui ont tenu des stands, notamment pour la fête de la Saint-Jean. On continue ce week-end avec le marché nocturne, donc ce vendredi, avec une trentaine de commerçants qui seront présents, des artisans, des créateurs, sur le parking du port. Puis samedi soir, toujours sur le même lieu, le voyage culinaire qui se tiendra. Nous poursuivrons ensuite la saison estivale avec la fête nationale le 13 juillet et qui sera synonyme également du lancement du festival Neuilly-l'été, qui se déroulera comme tous les ans à la fois au bord de Marne et aux 33 hectares. Mais cette fois, on a décidé de le faire sans aucune interruption, puisqu'il y avait toujours quelques jours d'interruption. On garde un mois plein, donc qui commence le 13 juillet sur la place Stalingrad, puisque l'année dernière on pouvait pas le faire sur ce lieu compte tenu des travaux. Maintenant que la place est magnifiquement rendue aux habitants, nous pouvons continuer et commencer le 13 juillet avec la fête nationale, jusqu'au 27 juillet sur Stalingrad, puis du 28 juillet au 10 août au parc des 33 hectares, avec de nombreuses structures gonflables et certaines aquatiques, et par ces temps de forte chaleur, ce sera apprécié, ainsi que 10 grandes soirées pour partager de bons moments avec vos proches. Ce seront les vendredis et les samedis. Un grand merci aux différents services qui œuvrent à l'organisation de ce festival estival, aux saisonniers évidemment, aux Pass Jeunes Citoyens et aux acteurs associatifs qui font vivre notre belle ville pendant la période estivale. Et un dernier mot, notamment sur la baignade en Marne. Alors avec un tragique incident qui a commencé il y a quelques semaines maintenant, puisqu'un jeune homme de 14 ans, originaire de Villiers-sur-Marne, s'est noyé dans la Marne alors qu'il ne savait pas nager. C'est une vraie perte terrible. Donc on a transmis nos condoléances à la fois à la famille et à la ville de Villiers-sur-Marne. Mais ce drame ne doit pas faire oublier le fait qu'il est indispensable d'apprendre à nager, et que la zone de baignade, elle est quand il y a une zone de baignade, elle est surveillée, mais en dehors des zones de baignade surveillées, il est strictement interdit de se baigner dans la Marne. Donc on a œuvré pour ouvrir une zone de baignade, d'abord éphémère, puisque l'année dernière nous avions fait le plongeon dans la Marne, dans un site sécurisé avec des maîtres nageurs sauveteurs qui étaient présents. Et donc on réitère ce 13 juillet également à 14h30 pour le Big Jump. Donc c'est ce grand rendez-vous annuel sur le port de Neuilly-sur-Marne. Donc le 13 et 14 juillet, vous pourrez plonger uniquement dans la Marne et pas vous baigner. Et donc la zone de baignade, elle, sera ouverte à partir de l'année prochaine, puisque nous avons lancé les travaux en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris, la région, l'État, le SIAP. Tous les acteurs se donnent la main pour pouvoir réussir cette belle prouesse que de regagner et reconquérir notre belle rivière. Voilà pour les informations diverses, et nous passons directement au point numéro 2, la mise en place d'un service d'autopartage présenté par monsieur Marius Timofté. Merci monsieur le maire. Effectivement, nous proposons aujourd'hui l'installation d'un service d'autopartage en partenariat avec Commune Auto. Ce dispositif s'encadre dans notre engagement pour une ville plus écologique et solidaire. Et effectivement, nous le proposons aujourd'hui. La ville a lancé un appel de manifestation d'intérêt pour sa mise en place. Alors, ce dispositif, je dirais innovant, s'inscrit toujours dans notre volonté de favoriser la mobilité durable. Et je vous rappelle les points essentiels qui prévoient. Il y aura 4 véhicules en critère 1 qui seront répartis sur 4 parkings de la commune. Ce service apportera à la ville
une redevance annuelle modérée de 200 € par place de stationnement. Il sera encadré par une convention temporaire et révocable à tout moment. Et il y aura un strict respect des règles de sécurité et de préservation de l'environnement. Alors, je vous rappelle rapidement que ce service d'autopartage est une étape supplémentaire pour moderniser notre transport, réduire la pollution et améliorer la qualité de vie à Neuilly-sur-Marne. Et effectivement, vous êtes invité à délibérer. Merci Monsieur Timofte. Donc il s'agit d'une expérimentation donc avec 4 véhicules et on verra les usages. S'il faut étendre, on étendra. Mais dans un premier temps, on expérimente. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agit du même prestataire qui exploite déjà une place de stationnement à Maison Blanche, place Louise Labbé? Et nous avons constaté une place de stationnement en autopartage. Et nous avons constaté que les véhicules proposés dans cette convention sont thermiques dans un contexte de transition écologique. Pourquoi ne pas avoir privilégié des véhicules électriques? Alors, je vous réponds absolument, c'est le même prestataire, c'est Communauto, qui est déjà présent sur la ville, comme vous l'avez mentionné, sur le parking de Maison Blanche. Les véhicules qu'il propose, c'est des véhicules tous en critère 1, et pour les nommer, ce sera des Renault Captur et Toyota Yaris hybrides. Et pour compléter la réponse qui a été faite par Monsieur Timofte, on ne peut pas prévoir que de l'électrique parce que il faut dans ce cas prévoir des bornes de charge et étant donné que là le service peut être utilisé par des personnes d'allant à partir d'1 heure jusqu'à plusieurs jours, ça n'est pas le système qui est proposé par Communauto. Mais comme l'a dit Monsieur Timofte, ce sont des voitures critères 1, dont une hybride et on verra les fonctionnements et les besoins. La difficulté de l'hybride, c'est qu'il faut quand même la recharger. Donc étant donné que la voiture est censée rester sur le domaine public, on ne peut pas imposer aux gens de se raccorder à un branchement et donc on a notamment des bornes de recharge électrique Métropolis qui sont à différents endroits dans la ville, mais pas aux 4 endroits l'hôtel de ville c'est bon, Jules Lamont et ses fils il n'y en a pas, le cimetière il n'y en a pas et René Char il n'y en a pas, mais il y a d'autres endroits dans la ville. Alors je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Cressin, sur la création d'une réserve communale de sécurité civile, dite réserve citoyenne. Oui, bonsoir à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne dispose d'un plan communal de sauvegarde, dit le PCS, qui a pour vocation d'organiser des moyens de secours lors d'une crise importante sur notre commune. Considérant des risques majeurs liés aux phénomènes météorologiques, naturels ou technologiques, dont les conséquences peuvent entraîner des dommages sur la population et les biens, et en complément des moyens internes dont dispose la collectivité pour les opérations nécessaires à la gestion de crise, une loi de 2017 permet de compléter ces moyens communaux de sécurité civile. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de créer une réserve citoyenne qui a vocation à agir dans le champ de compétences communales en complément des services publics de secours. La réserve communale de sécurité civile, qui est fondée sur le principe du bénévolat et de la solidarité, est placée sous l'autorité du maire et en relation avec le commandant des opérations de secours. Cette démarche a pour objectif d'instaurer une culture communale et citoyenne de sécurité civile et de se préparer aux risques. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la création d'une réserve de sécurité civile, dite réserve citoyenne, de valider le règlement intérieur en annexe, dit qu'un arrêté municipal fixera son organisation et les modalités de fonctionnement, et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégataire de la compétence à l'exécution de la présente délibération. Merci Monsieur Cressin. Donc le PCS qui a été évoqué, le plan communal de sauvegarde, prévoit notamment les différents risques auxquels on peut être confronté, notamment les risques climatiques, avec là l'objectif c'est d'avoir une mobilisation complémentaire aux services publics de secours notamment. Par exemple aujourd'hui en cas de très forte chaleur, la réserve citoyenne pourrait être mobilisée. En cas d'inondation, de crue également, alors on peut y faire face. Tous les ans on fait en sorte de pouvoir anticiper le risque, mais c'est indispensable de
pouvoir étendre nos ressources. En cas de coupure électrique suite à une tempête, là aussi on peut mobiliser. Donc j'insiste, c'est un appui au service qui concourt à la sécurité civile et c'est un complément qui est fort apprécié partout où elle a été mise en place. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur Amache. Merci, mes chers collègues. Bonsoir. Alors, comme l'ensemble de nos collègues ici, nous avons regardé attentivement cette délibération et son annexe. Nous avons quelques remarques et propositions à soumettre au conseil municipal. Premièrement, même s'il n'existe pas en fonction du nombre d'habitants de taille normative obligatoire pour une réserve communale de sécurité civile, des recommandations pratiques basées sur l'expérience de terrain et les documents de référence comme ceux du ministère de l'Intérieur et du guide Orsec, ils évoquent un effectif conseillé de 30 à 50 bénévoles actifs pour une commune similaire à la nôtre. Cette fourchette permet d'avoir un noyau mobilisable efficacement en cas de crise, canicule, vous l'avez évoqué, inondation, pandémie, accueil des populations. Elle tient compte aussi du fait qu'une partie des membres peut être indisponible à tout moment, vacances, travail, maladie. Toutefois, il n'est pas obligatoire d'être de nationalité française ou posséder un titre de séjour depuis plus de 10 ans pour devenir membre d'une réserve communale de sécurité civile. Le Code de la sécurité intérieure, qui encadre les réserves communales, l'article 725.1 à 725.3, ne pose aucune exigence de nationalité. Ce qui est requis, avoir au moins 18 ans, et même 16 ans avec un accord parental, résider dans la commune ou exercer une activité régulière, être apte physiquement et moralement à participer à des missions de soutien, signer une convention d'engagement bénévole avec la commune. Un ressortissant étranger de l'Union européenne ou hors Union européenne peut parfaitement devenir réserviste communal, à condition évidemment qu'il remplisse les autres critères. Nous vous demandons d'ouvrir les candidatures à l'ensemble de la population majeure de Neuilly-sur-Marne et du personnel communal évidemment. Enfin, cette assemblée compte 39 élus et élues qui, pour notre groupe, elle doit constituer cette réserve communale. Il sera bien sûr nécessaire de compléter avec des nocéens et des nocéennes volontaires, comme des ex-pompiers ou des personnes du corps médical en retraite, évidemment, pas évidemment, mais notamment, par exemple. Ainsi, et vous l'avez compris, les membres de notre groupe Neuilly Uni, nous sommes volontaires. Je prends vos différentes remarques, monsieur Amache, et sur le nombre 30 à 50 personnes, l'idéal c'est d'avoir un maximum un vivier le plus fourni possible. Donc effectivement, si on en a 30 à 50, c'est pour moi un minimum. En réalité, l'objectif c'est d'en avoir bien plus. Alors sur le fait que les conseillers municipaux doivent tous être membres, alors les conseillers municipaux et les élus sont déjà très impliqués. Ils peuvent l'être, mais on n'impose à personne de l'être pour des raisons très simples. C'est que il faut aussi une certaine disponibilité physique pour pouvoir faire certaines opérations. Il faut une volonté de participer à telle ou telle opération. Moi, je considère effectivement que les élus sont en première ligne déjà au quotidien et chacun doit pouvoir assurer certaines missions. Il est possible qu'en cas de crise, et c'est ce qu'on a vu en 2023 quand nous avons eu les émeutes, certains élus étaient impliqués d'une autre manière et ils n'avaient pas à forcément rentrer dans une sorte de réserve. Donc, en réalité, chacun ses missions et sur les conditions qui sont celles de la nationalité ou du titre de séjour, en réalité, ça n'est qu'un calquage de dispositifs qui existent et qui ont fait leurs preuves, notamment sur la réserve de la défense nationale. Là, pour le coup, chez nous, on est plus ouvert, puisqu'il y a la condition de titre de séjour en cas de plus de 10 ans en cours de validité. Mais voilà, donc on se calque simplement. Après, encore une fois, on ne sait pas comment ça fonctionnera, donc parce qu'on apprend, on expérimente là aussi, mais l'objectif c'est de l'installer. Donc on avance et éventuellement, s'il faut faire évoluer les choses, on pourra le faire par la suite. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Au fait, juste à ma connaissance, je ne pense pas que ça existe des titres de séjour de plus de 10 ans. De 10 ans et plus. Je pense que ça n'existe pas. Enfin. Alors juste, je veux revenir sur l'article 4, les conditions d'accès. Et là, vous parlez d'article 2.1, engagement.
Il y a une phrase là où on parle « Le maire apprécie librement si les personnes possèdent les qualités requises pour intégrer les réserves ». J'aimerais bien savoir sur quels critères vous allez vous baser librement. Et puis, ma deuxième remarque ou question, je pense que par le passé, vous avez déjà fait appel à des bénévoles dans le cadre de la mise en place du dispositif des citoyens vigilants. Et on aurait bien, avoir un bilan, enfin, que vous nous dressiez un bilan de où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'il y a eu le nombre de personnes que vous avez eues, comment ça marche, si c'est possible. Sur le bilan, monsieur Ben Saïd, vous êtes libre de le demander, mais encore une fois, enfin, comme je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, si vous voulez une réponse en conseil municipal, il vaut mieux nous envoyer votre demande en préalable pour qu'on puisse vous apporter tous les éléments de réponse. Et sur le fait d'intégrer des personnes qui ont les qualités requises, pardonnez-moi, mais quand on est dans une situation de crise, il faut qu'il y ait un certain lien de confiance avec les personnes qui seront en charge des différentes actions. Donc il est indispensable effectivement que des personnes qui même pourraient être éligibles sur le papier et qui causent des troubles par ailleurs, parce que je suis officier de police judiciaire et que j'ai des informations sur certaines situations, je dois être en mesure, le maire de manière générale doit être en mesure de pouvoir apprécier librement si telle et telle personne ont les qualités requises. Et je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui sur le papier pourraient être éligibles, mais qui causeraient beaucoup plus de difficultés à se faire gérer eux-mêmes plutôt que de contribuer à une gestion de crise. Voilà. S'il n'y a pas d'autres observations, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à l'adoption de la réserve citoyenne? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie pour cette création. Le point suivant, Madame la Première Adjointe, la convention pour l'accueil des enfants de la commune au sein de la crèche de l'hôpital de Villévrard. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, depuis 2023, nous avons noué un partenariat avec la crèche de Villévrard, à savoir qu'ils accueillent des enfants nocéens sur les places disponibles qu'ils ont. Pour l'année 2025-2026, ils disposent donc de 3 places qui vont pouvoir revenir aider les familles qui sont en difficulté et qui malheureusement, comme sur la ville, nous avons à peu près un tiers des demandes que nous pouvons satisfaire, venir compléter donc cette offre de mode de garde. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de ce partenariat, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et d'habiliter monsieur le maire ou son représentant à résilier ladite convention dans les conditions prévues pour celle-ci ou pour un motif d'intérêt général. Voilà, 3 places, c'est toujours 3 places qui vont aider parfois toutes ces familles qui ont des difficultés financières, sociales, parce que pour trouver un travail de nos jours, il faut un mode de garde. Et donc, vous allez voir, dans la délibération suivante, on va encore augmenter ce nombre de possibilités de mode de garde. Merci Madame la Première Adjointe. Donc effectivement, on poursuit le partenariat qui a déjà été établi depuis maintenant 2 ans et demi. Exactement, depuis 2023. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et Madame la Première Adjointe, vous gardez la parole pour l'avis sur l'installation d'une micro-crèche à Maison-Blanche. Dans le quartier de Maison-Blanche, plus précisément 18 rue Marceline Desbordes, et dans un local, donc, qui est un local de la Séminoc. Alors, il s'agit de donner un avis favorable. Hein. On n'est pas là pour délibérer si oui, si non. Mais maintenant, depuis les nouvelles réglementations, la maire se doit de donner un avis sur une ouverture de micro-crèche. Alors, donc, une micro-crèche, c'est tout simplement une crèche avec très peu d'enfants, 12 berceaux, 12 enfants seront donc 12 places plutôt. Les enfants seront donc accueillis avec des horaires qui sont des horaires un peu identiques au système de nos crèches, à savoir de 8h30 à 18h30. C'est un peu calqué aussi au niveau des vacances sur les crèches nocéennes. Et donc, cette crèche à qui on va souhaiter la bienvenue s'appelle Toto et Lulu. Voilà. Je pense avoir tout dit. Merci Madame la Première Adjointe. Donc effectivement, c'est simplement un avis sur cette installation dans des locaux privés et non publics, puisque cela appartient effectivement à la Séminoc et on avait le choix entre des différents services où cette micro-crèche. Et généralement, pour que vous sachiez, il y a des micro-crèches qui ont des partenariats avec des entreprises. Donc vous avez parfois des entreprises qui offrent la place en crèche à leurs salariés, puisque c'est un élément d'attractivité. Y a-t-il des questions, des observations?
Non, je mets au vous. Oui, allez-y. S'il vous plaît. On avait bien compris, évidemment, la délibération qu'elle portait sur l'autorisation de l'implantation de la... C'est un avis, oui, sur l'implantation d'une crèche, d'une micro-crèche. Ce qui nous a plutôt étonné, c'est... bon, déjà, Toto et Lulu, ça nous apparaît un peu... Mais évidemment. Mais ce qu'on n'a pas retrouvé, c'est que... c'est pas l'objet de la délibération, hein, je sais bien, mais l'ancienneté dans l'activité de cette entreprise. Mais généralement, ils créent une structure par implantation. Donc, Ouais. en fait, je pense pas qu'on puisse le déterminer. Parce que, en fait, à chaque micro-crèche qui ouvre, généralement, vous créez une structure juridique pour pouvoir porter. Donc, je saurais pas vous dire là tout de suite. Merci Monsieur Hamache, y a-t-il des voix contraires à cette ouverture? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, avis favorable. Merci à toutes et à tous, ça nous fera 12 places en plus. Monsieur Havet, sur le point numéro 6, la convention d'objectifs et de financement pour le versement de la prestation de services relais petite enfance pour 2025-2028. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il s'agit du renouvellement de la convention cadre de la CAF relative au fonctionnement et au financement du relais petite enfance, RPE, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2028. Cette convention cadre permet d'obtenir une subvention avoisinant 55 000 € au titre de la prestation de services du RPE, de l'aide au financement de l'animateur et du choix de la ville de mettre en place une mission renforcée sur l'analyse des pratiques professionnelles pour les assistantes maternelles indépendantes. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs et de financement joint au présent exposé avec la caisse d'allocation familiale. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Havet. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. C'est une convention technique. Merci. Madame Amar, pour la suite, avec l'attribution de subventions au projet des écoles. Bonsoir à toutes et tous. Un groupe de travail chargé de l'étude des demandes de subventions aux projets pédagogiques des écoles s'est réuni afin de valider les montants accordés au projet. Ce groupe de travail est composé d'élus et de représentants des directeurs des écoles se réunissant plusieurs fois dans l'année. La ville souhaite continuer à soutenir financièrement la réalisation de ces projets d'école au bénéfice des jeunes nocéens. Les écoles élémentaires Amiard, Jules Verne ainsi que l'école maternelle Pasteur pourront en bénéficier pour leurs projets respectifs, des projets de découverte du théâtre, découverte du Grand Nord austral et pour un séjour en classe de découverte, pour un montant total de 1 690 €. Les subventions seront versées sur les comptes des coopératives des écoles concernées. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver le versement de ces subventions. Donc les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup Madame Amar. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, deux observations, mais vraiment, là, c'est pour entre guillemets, un éclairage. Alors, si découverte du Grand Nord austral, ils ont besoin de 1 000 €, sur Pasteur, pour une classe de découverte, 190 €, ils vont pas aller très loin. Non, en fait, sur Pasteur, mais Madame Amar aurait pu le dire aussi, hein, Ouais. c'est en fait une aide que nous avons apportée à des enfants pour qu'ils puissent partir en classe de découverte. Ok, Voilà. aide au départ. Voilà. Ok. Et sans être hors sujet, mais juste pour amener une réflexion là avec d'interpellation des parents là sur la période là, caniculaire qu'on a vécue, il y a eu une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a eu, je crois à partir d'aujourd'hui, ce qu'on m'a expliqué évidemment, pas de pénalité dans le cas où les enfants n'iraient pas à l'école parce que du fait de la canicule et qui Hier.
ou hier, éventuellement hier, et que on défalquerait pas, il n'y aura pas de pénalité sur le prix des repas. Vraisemblablement, c'est une bonne chose. On salue évidemment l'initiative. Néanmoins, ça fait partie évidemment des choses à anticiper maintenant. Dans ce cadre-là, il y a toujours moyen d'avoir une donnée climatique qui fait qu'à partir de telle température, on pourrait faire rentrer en tout cas cette notion-là dans qu'il n'y ait pas de pénalité, évidemment, je trouve plus le terme, pour lever les pénalités en cas de non-présence des enfants dans les écoles auxquelles on l'a entendu évidemment, hein, de la part des équipes éducatives et des enfants. Il y a des écoles qui sont particulièrement très 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 chaude. On a bien conscience, et c'est pour ça que l'on a engagé plusieurs rénovations lourdes des écoles, et notamment dont 2 qui vont arriver, enfin 3 écoles qui vont être impactées positivement, même 4 écoles, parce que si on prend le groupe scolaire, il y a 3 écoles dedans, 3 écoles plus une autre de l'autre côté, donc c'est André Chénier et Rouget de Lille, ainsi que le groupe Pasteur. Il y a d'autres écoles qui ont bénéficié d'autres travaux, que ce soit Jaurès, Paul Valéry Duhamel pour la partie cours Oasis, et on continue avec d'autres projets aussi de cours Oasis sur l'école Jaurès. Donc tout ça c'est engagé. Alors ça demande un budget extrêmement important. Pour quelques chiffres quand même, Rouget de Lille, Chénier, c'est 7,5 millions d'euros. Sur l'école Pasteur, c'est quasiment 6 millions d'euros. Donc c'est extrêmement lourd. Ça fait 15 000 euros par élève, ouais, effectivement. Ce qui est considérable. Maintenant, ce que l'on ne sait pas, c'est que effectivement, ce mois de juin a été le plus chaud de l'histoire, en tout cas connu. Le mois de juin le plus chaud de l'histoire. Donc c'est extrêmement rare. J'espère que ça ne se reproduira pas à l'avenir, mais effectivement, il vaut mieux l'anticiper. Alors, il y a simplement une subtilité, c'est que le maire, en principe, ne peut pas fermer d'école. Donc il y a des maires qui ont annoncé fermer des écoles, sauf que légalement, le maire n'a pas le pouvoir de fermer l'école. Donc là, ça a fait suite à une communication du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la directrice académique lundi. Et c'est la raison pour laquelle, dès lundi, nous avons informé tous les parents qu'ils avaient la liberté de laisser ou non leurs enfants. Alors, la liberté, elle est contrainte, parce que les parents, s'ils travaillent les deux et qu'ils n'ont aucun mode de garde, c'est compliqué. En tout cas, on a fait en sorte de nous adapter au plus vite. Et sur les jeux d'eau, notamment l'aqualudique, on l'a avancé d'une semaine pour une raison très simple, c'est qu'on a des saisonniers qui embauchent à partir des vacances scolaires, puisque en théorie, un lundi, mardi de cours, vous n'avez rien à faire à l'aqualudique. Donc, sauf que là, il y avait une demande et un besoin qui était significatif. Et sachez aussi que nous avons besoin de l'agrément de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, parce que ce sont des jeux d'eau. L'eau est vecteur de développement de différentes bactéries. Donc, il est important de pouvoir sécuriser nos jeux d'eau. Donc on ne peut pas ouvrir les jeux d'eau toute l'année, on ne peut pas anticiper de manière trop importante les canicules à venir. Maintenant, effectivement, on a un plan, et notamment quand on parlait du plan communal de sauvegarde tout à l'heure et de la réserve citoyenne, ça permettra de compléter nos services publics et d'apporter une aide, en tout cas à déterminer. Mais on a totalement, Madame Amar, désolé, on est allé sur un autre sujet que votre délibération. Donc, alors, je reviens à votre délibération. Y a-t-il des voix contraires à l'attribution des différentes subventions? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Pilon, sur l'approbation du plan d'alignement de la voie dénommée Chemin du Prince. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Dans la poursuite de l'entretien de certaines voies et chaussées, et parce qu'aucun quartier de la ville n'est oublié, il est souhaité à travers cette délibération de requalifier, de rénover, de restructurer toujours dans un souci d'amélioration du cadre de vie et de la sécurité la voie dénommée Chemin des Princes, située dans le quartier du Pont des Trois Communes. Ce projet d'ampleur prévoit la rénovation de la voirie dans sa partie sud, très marquée par les années, sa transformation en zone de rencontre afin d'être plus sécure pour les piétons et les riverains.
je vous le rappelle, priorité aux piétons et cycles, et réduction de la vitesse motorisée à 20 km/h, et de rendre les espaces publics plus fonctionnels, absence aujourd'hui de places de stationnement matérialisées ou encore de trottoirs permettant le bon cheminement des piétons. Dans ce cadre, une procédure d'alignement permettant un élargissement modeste du chemin du Prince sur les propriétés riveraines a été mise en œuvre, précédée d'une enquête publique préalable qui s'est tenue en mai dernier et qui a rendu un avis favorable, sans aucune mention de réserve par la commissaire enquêtrice. Par l'approbation du plan d'alignement, la commune acquérera les petites parties de parcelles privées concernées pour les incorporer dans le domaine public communal. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver le plan d'alignement de la voirie dénommé Chemin du Prince. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Pilon. Donc effectivement, on poursuit les investissements, comme vous l'avez rappelé, dans tous les quartiers, notamment les quartiers les plus excentrés. Et ici, nous parlons du pont des 3 communes qui était un peu laissé à l'abandon. Donc c'est un projet très qualitatif sur lequel tout le monde a travaillé en partenariat et qui permettra aux habitants de vivre dans un cadre très amélioré. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons, Monsieur Slimani, à une mise en concordance du cahier des charges du lotissement de l'avenir avec le plan local d'urbanisme intercommunal. Et je crois qu'on remonte un peu dans l'histoire. Bonsoir. La ville est confrontée à la présence d'un lotissement dont le cahier des charges a été approuvé il y a plus d'un siècle, le 10 mars 1923. Ce cahier des charges, devenu obsolète, reflète des préoccupations qui ne sont plus en phase avec les règles du PLUI et peut conduire à des situations juridiques fragiles pour les bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme, notamment dans le périmètre de la ZAC de Maison-Blanche. Dans un objectif de clarification et de sécurisation de la situation juridique de ce lotissement, une procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement de l'avenir avec le PLUI de l'EPT Grand Paris Grand Est a été réalisée. Une enquête publique préalable s'est tenue du lundi 28 avril 2025 au mercredi 14 mai 2025. Aucune observation n'a été faite par les habitants. Le projet de mise en concordance n'a pas suscité de questionnement particulier. Par conséquent, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable et sans réserve. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la mise en concordance du cahier des charges du lotissement de l'avenir avec le PLUI ou tout document qui serait amené à s'y substituer, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Les élus sont invités à délibérer. Merci, Monsieur Slimani. Donc effectivement, c'était une découverte de notre notaire qui a sollicité cette mise en conformité 102 ans après le cahier des charges. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, nous passons à Monsieur De Chauvigny sur la modification du règlement des marchés de plein vent. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. En préambule, je tenais déjà à vous souligner qu'en 5 ans, nous avons doublé le nombre de marchés triplé le nombre de marchés de plein vent sur Neuilly-sur-Marne et doublé l'offre puisque aujourd'hui, nous avons toujours le marché de la patinoire, le mercredi matin et le samedi matin. Le dimanche matin, depuis 2021, nous avons le marché Saint-Baudile, place du Chanoine-et-Roux, et depuis le 10 avril, nous avons le marché le jeudi soir, place Louise Labbé à Maison-Blanche. Et c'est ce marché qui fait l'objet de la délibération puisqu'il est officiellement ouvert et que nous devons l'intégrer dans le nouveau règlement du marché. Donc c'était le premier point. Et il est aussi question d'officialiser l'agrandissement du marché Saint-Baudile qui est présent maintenant, qui s'est agrandi et qui est sur la contre-allée Marx-Dormois. Et de la même façon, il faut l'officialiser et l'intégrer dans le nouveau règlement de marché. Et donc, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le règlement des marchés municipaux de plein vent et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup, Monsieur De Chauvigny, et merci à tous les services qui œuvrent pour ce doublement de l'offre et ce triplement du nombre de marchés dans notre ville. Y a-t-il des questions, des observations? Oui.
Oui, en fait, moi là, bien évidemment, on se félicite pour tous les marchés, et on aimerait bien aussi un jour, apparemment, il faut poser une question en fin de conseil, on aimerait bien avoir un bilan financier sur les 3 marchés, comment ça marche, où est-ce que vous en êtes, est-ce que la mairie s'en sort, est-ce que les commerçants s'en sortent, on aimerait bien avoir une idée. Mais mon intervention, c'est surtout par rapport à l'article 23, page 164, les interdictions diverses. Nous constatons une réduction progressive des espaces d'expression libres dans notre ville. Le nombre de panneaux d'affichage libres a été diminué, restreignant d'autant les possibilités pour les formations politiques, les associations ou les citoyens d'exprimer leur opinion. Par ailleurs, nous avons noté que nos tribunes récentes ont été amputées, alors que celles de la majorité dépassaient pourtant les limites de caractère fixées par vos services. De plus, certains enseignants rencontrent aujourd'hui des blocages sur les réseaux sociaux municipaux, ce qui interroge sur la neutralité de ces canaux de communication. Je ne vais pas revenir sur toutes les contraintes que subissent les lycéens. On est sur le marché, monsieur Bensaïd. Ça n'a rien à voir avec la délibération. Et donc, nous apprenons ce jour, j'y arrive, que le nouveau règlement du marché limite désormais la distribution des tracts, ce qui peut être perçu comme une entrave à la liberté d'expression et à la vie démocratique locale. Or, la démocratie ne se résume pas aux seules périodes électorales. Elle se vit et s'exerce au quotidien. Je parle bien de la page 164. Dans le même temps, la majorité bénéficie d'un dispositif d'expression régulier à travers la mairie mobile qui lui permet de rencontrer les habitants dans les quartiers et sur les marchés. Dans un souci d'équité démocratique, nous souhaiterions connaître vos intentions quant aux moyens que vous comptez mettre en place pour permettre à l'opposition d'exercer une présence comparable sur les terrains, notamment au niveau des marchés, parce qu'on parle du règlement. Devons-nous être intégrés à la mairie mobile ou pourrons-nous organiser en tant qu'élus d'opposition nos propres points de rencontre avec les habitants dans l'espace public, notamment sur les marchés et dans les quartiers? Merci. Monsieur Bensaïd, alors soit vous ne connaissez pas le dispositif des mairies mobiles et après 5 ans c'est un peu inquiétant, soit vous faites en sorte exprès de forcer complètement le trait et de caricaturer pour en faire une tribune politique. Ça n'a rien de politique. Et quand on est sur les mairies mobiles, je peux vous assurer que tous les élus qui y sont passés, qui ont tenu des stands, en fait, rendent un service énorme à la population. Parce qu'en réalité, nous prenons toutes les demandes de tous les habitants de tous les quartiers à travers les mairies mobiles 2 fois ou 3 fois par mois sur différents points. Donc ces lycéens n'ont pas à prendre rendez-vous pour venir me voir ou voir les différents élus. Simplement, ils viennent sur le marché ou sur les différents points de rencontre et ils font part de leurs difficultés. Alors, il n'y a rien de politique et honnêtement, si vous étiez, il me semble d'ailleurs que vous êtes venu me signaler quelque chose samedi dernier, donc vous savez exactement ce qu'il en est. Vous êtes venu me signaler une difficulté qu'il y avait dans un quartier de la ville et on les a tout de suite fait remonter. Et sauf erreur de ma part, ça a été, il y a eu un traitement rapide de la demande. Donc, vous savez, pour être aussi usager de la mairie mobile, que la mairie mobile traite les besoins et les demandes des habitants, leurs difficultés au quotidien. Donc, comparer une distribution de tracts avec la mairie mobile, au bout de 5 ans, je pense que c'est méconnaître très profondément le fonctionnement des mairies mobiles. Et par ailleurs, monsieur Bensaïd, quand vous faites une comparaison, faites-la de manière très juste. Là, ce que vous faites est profondément injuste. Avant, c'était totalement interdit. Et c'est pas notre règlement du marché, c'était le règlement du marché qui était présent. Ce qui a été ajouté là permet plus de liberté en réalité qu'avant. Et vous savez que ces règles s'appliquent à tous. À tous. Donc il n'y a pas de favoritisme par rapport à quelqu'un d'autre. Tout le monde est mis sur un même pied d'égalité. Avant, c'était totalement interdit et maintenant, c'est encadré. Mais c'est plus libre que la formule qu'il y avait avant. Monsieur le maire, je pense que je me suis mal exprimé. Je ne remets absolument pas en cause la présence des mairies mobiles. Je ne l'ai pas remis en cause. Ce que je vous dis, non, absolument pas. Je vous ai dit, que prévoyez-vous pour les élus de l'opposition? Parce que nous aussi, on aimerait bien être à l'écoute des Nossoyens, parce qu'ils viennent nous voir, on n'a pas de local permanent. C'est bien d'être à l'écoute 1 an avant les municipales. C'est bien. On vous a demandé. C'est très bien. C'est bien de vous en préoccuper maintenant à 8 mois des municipales. Ne faites pas de politique, monsieur le maire. Non, c'est très bien. Non, mais on vous a demandé. Bravo à vous. On vous a demandé, monsieur le maire, on vous a demandé un local, on vous a demandé beaucoup de choses depuis longtemps. Ça a été refusé. Vous avez un local en face, monsieur Bensaïd? Pardon? Vous avez pas un local en face? Ah, mais non, mais attends, moi, je veux un local politique. Non, je veux un local permanent. Ah, vous voulez. Je m'exprime, s'il vous plaît. Donc, vous, à travers la mairie mobile, vous exprimez, vous écoutez les Nosséens
vous le répondez. Et c'est tout. Et on aimerait bien, nous aussi, avoir cette partie-là. Et pour les tracts. Mais c'est très bien de le faire à 7 mois des élections municipales. Pour les tracts, je ne pense pas que pour les quelques années précédentes, en tant que conseiller d'opposition, on vous a refusé de tracter. Vous venez bien avec votre table, avec votre thermo, et vous rencontrez, les personnes. Donc, monsieur le maire, franchement, moi, je là, je ne fais pas de polémique, je parle de démocratie. Non, mais d'accord, très bien. Me faites pas de leçon de démocratie, parce que si vous voulez parler du passé, pas de leçon, moi. Je me souviens d'élus qui m'avaient tiré par le col, qui m'avaient mis dehors, manu militari, avec l'ancien directeur général des services. Il est là, cet élu-là. Non, mais quand vous dites qu'avant c'était mieux, je peux vous assurer que c'était pas mieux. Je vous ai pas dit c'était mieux. Est-ce que quelqu'un vous a jamais tiré par le col, monsieur Van grâce à Saïd? cela. Vous êtes exprimé grâce à cela, vous êtes maire. On demande seulement les mêmes droits. C'est pas grâce à vous. C'est pas grâce à vous. Je dis grâce à cela, grâce à l'expression, grâce à l'expression politique. Donc, monsieur le maire, on vous le redemande. C'est pas grâce à vous. Donc, on aimerait bien que vous enlevez cette histoire de tractage. Non. Et on aimerait bien aussi que vous enlevez, que l'histoire de mairie mobile, on aimerait bien aussi avoir une solution pour nous. Sinon, on le fera. Imaginez votre solution et à vous de vous creuser les méninges, monsieur Ben Saïd. Mais c'est intéressant de vouloir faire une mairie mobile de l'opposition à 7-8 mois des municipales. Je trouve ça très louable de votre part. Sauf que la démarche, la ficelle est un peu grosse. Alors, bref, dans le règlement, vous parlez de 6 mois. Donc là, on est dans les 6 mois, là. Donc on va commencer à partir de demain. Faites le compte, 6 mois, non, pardon, mais juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 9 mois, monsieur Ben Saïd. Donc, bon, je vais pas vous apprendre à compter les mois ou à faire des leçons d'expression, de liberté d'expression, parce que comme je vous l'ai dit. Merci, monsieur le maire. Comme je vous l'ai dit, monsieur Ben Saïd, non mais la demande que je vous ai faite lors de la mairie mobile, c'était une demande à titre personnel, et c'est en principe, si vous étiez est-ce que je vous ai dit en quoi elle consistait? Non, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Je suis venu le dire en tant que citoyen. Vous l'avez pas précisé. Moi, quand je vous vois, c'est en tant qu'élu. Donc, non, je vous ai dit que c'était en tant que citoyen. Est-ce que j'ai dit de quoi il s'agissait? Est-ce que j'ai dit de quoi il s'agissait? Non, mais moi, je peux le dire. Bah, très bien, dites-le vous-même. Vous avez ouvert un parking à côté de... Ah non, mais attendez, merci, vous savez, j'ai peur de faire rien à voir. Il y a un parking à côté de l'Odyssée. Il y a vraiment des bruits et tout ça. Je vous ai demandé de résoudre rapidement le problème avant que les voisins s'en mêlent. Voilà, je vous l'ai dit. Vous dites vous savez, j'ai peur de rien, mais franchement, vous n'étiez pas obligé de le dire. Mais je n'ai rien dit, c'est vous qui venez de le dire. Mais non, vous n'étiez pas obligé de dire que je suis venu vous voir. Mais attendez, vous l'avez fait. Pardon, vous l'avez pas fait. Vous allez avoir le dernier mot, je vous le laisse. Non, vous n'avez pas fait en cachette. Vous étiez devant le public, devant toutes les personnes qui étaient là, devant les élus. Donc c'était public, ça n'était pas quelque chose de privé. Encore une fois, sur les interdictions, elles sont moins restrictives que le régime qu'il y avait avant. Et l'honnêteté consiste à simplement... C'est dommage, nous allons voter contre. Vous êtes contre la liberté, très bien. Non, c'est noté. Contre le règlement. Des voix contraires? Donc, des voix contraires? D'accord, 4. Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie à celles et ceux qui l'ont adopté. Mesdames, messieurs, nous passons au point numéro 11, la vente de parcelles avenue du Maréchal Leclerc. Et c'est monsieur Slimani qui reprend la main. Pour rappel, la commune propriétaire des parcelles 137, 139, 143 bis avenue du Maréchal Leclerc a pour premier objectif la requalification des abords de l'axe majeur de l'ex-RN 34 par le projet d'Île-de-France Mobilité et de créer une ligne de TCSP. En raison de réorganisation administrative de l'opération, la SAS, l'immobilière d'Île-de-France, procédera à l'acquisition de la totalité des 3 parcelles précitées ci-dessus dans les mêmes conditions. Il est proposé à l'Assemblée d'abroger la délibération du 18 décembre 2024 relative à la vente à la SAS, l'immobilière Île-de-France et la SCCV Neuilly-Leclerc 137 des parcelles AH 390, AH 392 et AH 394. Deuxièmement, d'autoriser la vente par la commune à la SAS l'immobilière d'Île-de-France ou à toute société du même groupe qui s'y substituerait. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes authentiques et tous les actes nécessaires à la réalisation de ces ventes, de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne, 56 rue Théophile Gobert, pour la rédaction de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente. Les élus sont invités à délibérer.
Merci Monsieur Slimani. Donc on avait déjà passé cette délibération et cette rectification fait suite à une demande du notaire de la ville, donc le même office notarial qui est précité. Est-il des questions, des observations? Oui. Ouais, en fait c'est la 3e fois qu'il passe ce sujet-là. Je veux bien qu'on ait effectivement des obligations en matière de cession, de vente, mais passer pour des girouettes, c'est quand même un peu désobligeant. Cela dit, qu'est-ce que deviennent les parcelles AE 370, AE 373 de la première délibération qu'on a abrogée dans la 2e présentation de cette vente, et qu'aujourd'hui on est évidemment à abroger, mais il n'y a pas n'est pas réapparu les fameuses parcelles AE 370 et AE 373. Elles restent cédées. En fait, l'idée au départ, c'était et ça reste le cas, c'est que la Séminoc soit dans le projet, et la Séminoc est dans le projet, de manière à contrôler le projet et qu'on ne se fasse pas avoir, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'était l'objet. Donc les autres délibérations restent, les autres points restent inchangés. Donc là, c'est juste une modification sur ces 3 parcelles qui a été demandée encore une fois suite à la demande de notre notaire, du notaire de la ville. Non, mais juste pour comprendre, à chaque fois, on abroge les délibérations. Donc, elles sont non avenues, quoi. Elles n'existent plus. Non, c'est une abrogation partielle en ce qu'elle concerne les trois parcelles précitées. Et donc là, il y a une substitution de l'un à l'autre. Oui, mais relative à la vente des parcelles, des 3 parcelles. Donc en fait, le reste inchangé. Il y a une abrogation partielle, puisqu'il s'agit d'abroger la délibération relative à la vente des parcelles, donc A 390, 394 et 392. Et donc là, il s'agit de les rebasculer du côté de la SAS. Donc c'est a priori, et s'il y a un problème, on saura le rappeler à notre notaire, sans citer de nom. Et on aura le bonheur de refaire une 4e délibération. J'espère pas, monsieur Hamad, j'espère pas. Non. Bon, là, honnêtement, ce ne sont pas les services qui sont en cause, c'est la demande du notaire. Donc, j'ose espérer que l'office notarial nous assure quand même qu'on ne passera pas une 4e fois, effectivement, au conseil pour cette même délibération. Mais merci de votre vigilance, parce que la 2e, c'était un peu de votre fait, mais c'est bien que vous l'ayez fait. De votre fait? Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté, merci. Le point suivant, Monsieur Slimani, vous gardez toujours la main pour l'acquisition, cette fois, d'un pavillon au 13 boulevard du Maréchal Foch. La ville poursuit sa politique d'acquisition foncière dans le cadre de ses projets d'aménagement urbain sur l'ex-RN 34 qui sera élargi afin de pouvoir y accueillir la ligne du bus Bord-de-Marne à haut niveau de service. La maîtrise des parcelles permet de maîtriser les projets portés par les opérateurs. C'est dans ce cadre qu'un accord a été trouvé avec les propriétaires pour l'acquisition du bien indiqué au prix de 175 000 €. Il s'agit d'un pavillon construit sur la parcelle AI 59 de 904 m². Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir le dit bien au prix de 175 000 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tous les actes nécessaires à la réalisation de cette acquisition et de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne pour la rédaction des actes authentiques. Les élus sont invités à délibérer. Merci, Monsieur Slimani. Donc toujours sur le même axe RN34 pour notamment en lien avec la ligne de bus. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Lepont, sur les décisions modificatives budget ville et centre équestre. Et je crois que les 3 délibérations sont liées. Bonsoir à tous. Les délibérations 13, 14 et 15 portent effectivement principalement sur les admissions en non-valeur. Délibération numéro 13, décision modificative budget ville et centre équestre, exercice 2025. Comme souvent en cours d'année, quelques ajustements
principalement dû, alors rien en investissement et en fonctionnement, enfin rien, un aller-retour en investissement qui ne suscite pas de montant ni à ajouter ni à soustraire, et en fonctionnement un ajustement du CIA. La municipalité a décidé d'abonder de 30 000 euros le montant provisionné lors du budget. Le montant initialement prévu à 400 000, on l'a passé à 430 000 pour essayer d'ajuster au mieux le CIA des agents. Et ensuite une admission, enfin des admissions en non-valeur, principalement des clôtures pour insuffisance d'actifs et pour la partie commerciale, et surendettement pour la partie particulier. Clôture d'insuffisance d'actifs datant depuis 2014. L'ensemble n'a pas vraiment de conséquences sur les finances de la ville, puisque depuis notre arrivée, nous avions décidé de régulièrement provisionner des créances. Donc c'est grâce à la reprise sur provision qui nous permet d'amortir le sujet. Il est ainsi demandé aux élus de procéder aux inscriptions telles que définies dans le tableau et d'adopter la présente décision modificative numéro 2, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Et la deuxième phase consistait quasiment la même chose, une inscription en non-valeur, bien entendu, moins importante de 821 euros, donc inscription non-valeur de 512 euros, concernant du surendettement, cette fois au centre équestre, et la vente de 4 équidés, dont un n'était pas encore complètement amorti et nous fait subir une perte. Cet équidé n'était pas maniable. Il est demandé aux élus de procéder aux inscriptions suivantes et d'adopter la présente décision modificative numéro 1 pour le centre équestre, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Les élus sont invités à délibérer sur les décisions modificatives présentées. Vous avez en pièces jointes les budgets ville et budget centre équestre rectifiés. Merci Monsieur Lepont. Le CIA, pour que les choses soient très claires, c'est notamment la prime qui permet d'intéresser les agents de la fonction publique, notamment territoriale, les agents de la ville, avec différents critères. Donc on rajoute 30 000 euros, ce qui permettra notamment de participer, en plus de ce qui avait déjà été prévu évidemment, de récompenser notamment l'investissement exceptionnel des agents, la participation à un événement inhabituel, la formation, le tutorat, notamment la transmission de compétences, les stagiaires, l'accueil de stagiaires, l'accueil d'alternants, ou encore le remplacement de collègues absents, en plus de l'atteinte des objectifs. Voilà pour ce premier point. Et pour le centre équestre, ça a été expliqué. Y a-t-il des questions, des observations? Alors, si vous voulez, c'est le même vote ou c'est... Ok, c'est pas le même vote. Alors, premier, sur le budget ville, y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Ok. Et sur le budget centre équestre, et le contre abstention, ouais, donc c'est bon. Et le centre équestre, abstention également. Donc même vote. Pas de voix contraire. C'est adopté. Je vous remercie. Nous poursuivons la 14. C'est la conséquence. Enfin, c'est la cause. C'est la cause. Ouais, c'est la cause. L'admission en non-valeur. Donc c'est la délibération que l'on passe habituellement. Comme tous les ans. Donc admission en non-valeur, budget ville et centre équestre, exercice 2025. Monsieur Lepont toujours. Comme tous les ans, on fait on fait une inspection de l'ensemble des créances et en collaboration avec l'inspecteur divisionnaire des finances publiques, il est décidé de supprimer un certain nombre de créances minimes, mais pour un total quand même de 93 866,32, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement dû à du surendettement et des... J'ai un trou, excusez-moi, des clôtures pour insuffisance d'actifs qui remontent à 2014, enfin depuis 2014 du moins, et ainsi que des créances éteintes des gens qui ont complètement disparu. L'ensemble de ces dettes est irrécouvrable, donc il nous est demandé de les passer en
perte. La même chose pour le budget centre équestre, mais pour un montant moindre, bien sûr, 512 €. Le tout, encore une fois, je vous l'ai dit, étant garanti par les provisions que nous avons passées. Merci, Monsieur Lepont. Donc, on aurait dû les passer avant la 13, mais c'est pas grave. Bon, y a-t-il des questions, des observations? Non. On sépare les deux votes ou c'est la même chose? Même le vote? Ok. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci. Et le point suivant, la 15. C'est la même chose, mais cette provision, fois les dans provisions, les recettes, puisqu'en fait, on est obligé de passer, de faire approuver l'écriture par elle-même d'annulation. On est obligé de faire valider l'admission en non-valeur et maintenant je fais passer l'autorisation d'utiliser la reprise sur provision que nous avions passée pour 158 821 € pour le centre équestre. Merci, Monsieur Lepont. Y a-t-il des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons presque à la fin de ce conseil municipal avec le point sur le personnel communal et notamment la modification du tableau des effectifs qui fait suite à la création de postes, notamment pour le quartier de Maison Blanche pour l'aspect technique, la mise en cohérence avec le grade des agents à recruter pour un bon nombre d'agents. Et ensuite, on a beaucoup d'agents qui sont recrutés notamment pour le conservatoire parce que ce sont des contrats que l'on renouvelle. Et donc, il n'y a pas d'enjeu particulier. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, merci pour les agents. Et le point 17, ce sont les décisions prises en application des articles 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Elles sont communiquées pour prise d'acte. Y a-t-il prise d'acte? Juste une question relative à la décision 2025-132, la demande de subvention auprès de la métropole. Oui. Du Grand Paris dans le cadre du plan baignade, zone de baignade en eau. Je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de chiffrage sur ce plan baignade, notamment de l'aménagement. Est-ce qu'il y aura une information? Oui. Alors, on en parlera de plus en détail quand on aura les retours des appels d'offres. En fait, on a à ce stade, nous, une idée du budget total, mais en fait, il sera finalisé en fonction des réponses des uns et des autres. En tout cas, sachez une chose, c'est que on a déjà des certitudes sur des financements de manière très importante. Et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis nous avait garanti, par la voix de son président le 22 mars dernier, qui compléterait de manière à ce que ça nous coûte le moins cher possible. Vous avez certainement vu que à Joinville, par exemple, ou dans d'autres villes du Val-de-Marne, des piscines de ce même type ont été inaugurées. Il y a peu de temps, et c'était aussi avec l'impulsion du département, parce que les départements sont notamment en charge des réseaux d'assainissement. Ils travaillent en tout cas très, très fortement. Oui, monsieur le maire. Juste par rapport à la tragédie qui s'est produite il y a quelques semaines, je voulais juste savoir, est-ce que des mesures vont être prises? Elles ont déjà été prises, oui. Pour sécuriser? Oui, absolument. D'accord. En fait, ce qui pose problème, c'est que les caméras qui sont sur le port ne voient pas la zone qui n'est pas de baignade, mais la zone dans laquelle ils se sont baignés. Et donc, on a des passages très réguliers de la police municipale, et très honnêtement, bon, vu le bruit qu'a fait cette noyade, malheureusement, on a beaucoup d'alertes. Tous les habitants qui passent dans le coin, maintenant, ils ont le réflexe, ils appellent la police immédiatement dès qu'ils voient quelque chose. On a sensibilisé aussi les personnes qui habitent au port ou qui travaillent au port. Là, il faut vraiment être intraitable parce que vu la gravité de la situation, quand on a un enfant de 14 ans qui décède et qui perd la vie, c'est absolument affreux. Alors, juste de notre côté, nous, on avait... Alors là, pour le coup, avec Madame la première adjointe et Monsieur Denis, notre adjoint au sport, on avait déjà bataillé, et c'est une bataille que l'on mène depuis des années, et on a réussi à se faire entendre l'année dernière de manière plus forte pour les créneaux de piscine, notamment des plus jeunes. Nous bataillons pour que les plus jeunes enfants de nos écoles élémentaires soient envoyés à la piscine. Alors ça pose quelques contraintes parce qu'effectivement ça limite les créneaux au public, mais c'est indispensable. Il faut que nos enfants apprennent à nager. Le savoir nager, c'est absolument, c'est vital, et on le voit aujourd'hui. Donc on bataille, on continue à batailler, et en espérant qu'on gagne ce combat avec l'aide de l'éducation nationale. Mesdames, Messieurs, il me reste à vous souhaiter un très bel été. Soyez prudents, hydratez-vous encore quelques jours, mais continuez à le faire aussi pendant l'été. Et il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances à la rentrée. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci.